Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et pour décrypter ce large succès du Paris Saint-Germain, 3-0 contre les Milanais, énorme performance de cet homme, Warren Zaïre-Emery, on va en parler, on va parler de tout un tas de choses car les hommes de Luis Enrique l'emportent donc, font tomber ceux de Stefano Pioli et grâce à ce succès et grâce à la victoire dans l'autre match, tiens, de Dortmund contre Newcastle, quelle surprise, les Parisiens prennent les commandes dans ce groupe. C'est vraiment la soirée parfaite. L'opération de rêve. 2 points d'avance sur Dortmund et Newcastle. 4 sur les adversaires du soir, l'AC Milan, qui le rejoueront à San Siro dans 15 jours. Alors, on va parler de tout ça et ensuite se positionner un petit peu sur ce que ça signifie dans ce groupe. Les autres rencontres de Ligue des Champions aussi, 2-3 trucs à en dire, parce que pour le coup, il y a quelques pronos sympathiques qui sont passés. L'AC Milan se présentait dans un 4-3-3, c'était Tomori et Thiaw en défense centrale qui avait été exclu contre la Juve à la 40e minute de jeu ce week-end et qui est sorti à la mi-temps parce qu'il a vécu un match difficile. Kaloulou était initialement à droite, il repassera au centre avec l'entrée de Calabria, sinon Reinders, Krunic, Moussa, plutôt ce à quoi on s'attendait. Et aussi le trio en pointe, le trio offensif, Raphaël Leao, Giroud et Pulisic. Côté parisien, on les voit ici, ça c'était le 11, et ça c'était le 11 sur le papier, c'est exactement le même que contre Dortmund, donc pas de surprise là-dessus non plus, c'est celui que j'attendais. Après la débâcle contre Newcastle, on attendait une réaction des Parisiens, et notamment de Luis Enrique, retour à ce système à 3 seuls vrais attaquants, même si évidemment avec ballon c'est plutôt du 3-3-4 en fonction du positionnement d'Hakimi, ou voire du 3-2-5. On va analyser ça très vite. Ce qui m'a tout de suite marqué, et un petit peu dans la lignée de ce qu'on avait vu contre Dortmund, le début de match contre Dortmund au Parc des Princes, où le Paris Saint-Germain d'ailleurs en Ligue des Champions perd très rarement et l'emporte souvent. Ce qui m'a tout de suite marqué, c'est le bon début de match de Warren Zaïre-Emery et celui de Manuel Ugarte. Zaïre-Emery, bien sûr, il y aura cet éclair de génie quelques minutes plus tard pour le but de l'ouverture du score, mais dès la 5e, dans ce qui est finalement une action très représentative de ce qu'on a vu sur ce premier acte, le Paris Saint-Germain qui est un petit peu enfermé, notamment au milieu de terrain par un AC Milan qui presse la plupart du temps en individuel et où il y a une vraie infériorité numérique des Parisiens, surtout dans l'axe au milieu de terrain, difficile pour eux de s'en sortir. Ouais, mais sauf que quand tu as les éclairs de génie et de lumière, la portée de balle vraiment très soyeuse mais énergique, tonique de Zaïre-Emery, ça t'offre des solutions pour tout de même battre cette pression et progresser, aller trouver le jeu à l'opposé pour Ousmane Dembélé et commencer à s'installer dans le camp adverse. Je trouve que les 10 premières minutes de jeu du PSG sont très bonnes, et notamment parce qu'on a parlé de Zaïre-Emery, mais il y a aussi Ugarte, par exemple, cette récupération haute là sur Krunic, avec toujours ce supplément d'énergie et d'agressivité, et pour le coup c'est une faute extrêmement intéressante qui est provoquée parce qu'elle permet d'avertir le 6 adverse. Krunic qui prend un jaune au bout de 7 minutes de jeu. Ouais, c'était une super bonne entame, je trouvais, et elle me donnait beaucoup d'espoir. Malheureusement, sur les 10, 15, 20 minutes qui ont suivi, il y a vraiment une séquence un peu compliquée pour Paris. Je pense que macro-tactiquement, difficile pour le Paris Saint-Germain d'exister au milieu de terrain en dehors des éclairs de génie individuels. Parce que oui, ce 3-3-4 ou 3-2-5 en fonction de comment on veut caractériser le positionnement un petit peu hybride d'Achraf Hakimi, il laisse pas beaucoup de solutions à l'intérieur du jeu où on voit donc l'AC Milan souvent pressé en individuel, mais avoir une vraie supériorité numérique dans cette zone, c'est difficile pour Ugarte et Zaïre-Emery de s'en sortir, surtout c'est difficile pour la ligne de défense du Paris Saint-Germain de trouver des relais sans prendre trop de risques. Et on a beaucoup de récupérations hautes sur cette période de l'AC Milan, ce qui va me pousser un petit peu à nuancer un petit peu comme ce que j'avais fait d'ailleurs contre Newcastle. Contre Newcastle, je trouvais que malgré un score qui est un petit peu l'inverse de flatteur et peut-être qui pouvait conduire certains à des analyses un peu catastrophistes, 4-1, etc. Moi j'ai trouvé sur le premier acte que Paris en vrai s'en sortait pas trop mal face à la pression. C'était pas ce qu'on racontait, le rouleau compresseur de Newcastle qui les avait totalement dominés dans l'intensité, Paris incapable de s'en sortir. Non, initialement ils trouvent beaucoup de relais intérieurs, battent souvent la pression de Newcastle. C'est surtout en seconde période que ça s'étiole et peut-être que physiquement oui le duel est perdu. Mais en première, je trouvais Paris bon, et du coup, pour moi, j'avais un peu envie de nuancer tout ça. Alors que là, par contre, à la fin, le PSG l'emporte 3-0 contre l'AC Milan en gros morceaux. Mais si je reviens sur cette première période, et notamment sur cette première demi-heure, il y a 2-3 trucs qui me font dire qu'il y a encore de la progression à trouver pour le Paris Saint-Germain sur sa phase de relance. Parce que le but pour ce PSG de Luis Enrique, c'est d'éviter ces situations où tu perds des ballons hauts comme ça, parce que la qualité de pied de Skriniar, parce que aussi on va le voir, et là ça donne une faute d'Achraf Hakimi très dangereuse, carton jaune pour lui, pareil c'est pas idéal, au bout de 16 minutes de jeu, coup franc de Tomori qui sera frappé dans le mur.
Mais que ce soit la Skriniar dans cette position pas évidente, ou alors quand tu dois retourner sur Donnarumma, et on le voit encore une fois ici, ce milieu qui n'est pas cette plateforme, qui n'est pas la plateforme que tu espères pour progresser, parce qu'elle est tellement déconnectée du reste, et parce qu'elle est vraiment en infériorité numérique, finalement quand on regarde ce qui devient un peu un 4-2-4 là, quand Hakimi est plus bas, bah ouais, en vrai, ces deux gars-là du milieu de terrain, il y a 3, 4, voire 5 Milanais qui sont là pour le contrôler. Donc, ce que je veux dire, c'est que dans cette situation-là tactique, le PSG a souvent recours à des joueurs dont la qualité de pied est pas extraordinaire. Skriniar, mais aussi Donnarumma, là, par exemple, cette passe, elle va atterrir directement en touche, et c'est encore une fois un ballon haut gagné par l'AC Milan. Dans le plan de jeu de Luis Enrique, tu as envie de passer le moins de temps possible dans ta moitié de terrain, le plus de temps possible dans la moitié de terrain adverse, avec du contrôle du ballon, mais aussi avec de la contre-pression, et limite faire jouer, mettre l'adversaire dans la situation où met actuellement l'AC Milan. Donc ouais, initialement, je pense que tactiquement, la bataille, elle est un petit peu compliquée. Et en vrai, peut-être face à un meilleur adversaire, avec de meilleures individualités ou un petit peu plus en forme, un peu plus de justesse technique pour profiter de cette supériorité tactique initiale de l'AC Milan, peut-être ça peut tourner un petit peu différemment. Donc attention. Pardon, autant je nuançais la nette défaite contre Newcastle, autant j'ai envie de nuancer un petit peu aussi cette grosse victoire du Paris Saint-Germain, même si il y a des éléments qui sont très très satisfaisants. Évidemment, le gros match de ce gars-là, Warren Zaïre-Emery. Mais d'abord, peut-être un truc aussi pour signaler à quel point, sur le petit point de nuance, quand il y a des relais qui sont trouvés et quand la pression peut être battue, c'est souvent par du jeu direct. Ça pouvait être des longs ballons ou alors Hakimi qui trouve un relais, un point d'appui, en l'occurrence Randal Kolo Muani là. Ça passe souvent par le côté droit, beaucoup plus par le côté droit que par le côté gauche de Lucas Hernandez. Mais peut-être que quand ce bloc il est aussi étiré sur la longueur et quand il manque autant de personnes dans l'axe pour se faire un petit peu relais, comme on voit ici, il y a quand même un très très gros trou entre ces deux lignes-là. Ça fait que même quand tu progresses avec une plateforme haute comme Randal Kolo Muani ici, le Paris Saint-Germain se retrouve dans cette situation quelques secondes plus tard. Ouais, mais le ballon il va être perdu assez rapidement parce qu'il n'y a pas grand monde qui a suivi derrière pour permettre de s'installer dans le camp adverse. Ouais, je pense en général beaucoup de progrès à faire encore dans la phase de sortie face à une équipe qui est capable de mettre les éléments nécessaires pour te gêner dans ta moitié de terrain. Mais sinon, voilà, ça c'est la dimension tactique. Après, le foot appartient aux hommes et aux joueurs, et en l'occurrence, ce soir, il a vraiment appartenu à Warren Zaïre-Emery qui a fait une performance hors norme. Là, c'est 3 minutes avant l'action magique, lumineuse qui amène le but de l'ouverture du score. Il y a une interception là et derrière, grâce à sa qualité de portée de balle, où c'est un truc que je trouve vraiment sous-coté pour certains footballeurs. Zaïre-Emery, c'est pas le profil le plus athlétique, disons, sur la capacité d'accélération, de mobilité. Il n'a pas les grandes jambes de Kylian Mbappé. C'est pas un joueur qu'on imagine exploser dans 50 mètres de profondeur ou faire des appels dans le lot de la défense. C'est pas son rôle et c'est pas ses qualités à la base. Mais j'ai toujours envie de mettre en lumière les joueurs qui vont vite avec ballon. Aussi les joueurs où ça va vite dans la tête. Ça aussi, ça accélère le jeu. Il y a plein de manières, je trouve, d'accélérer le jeu en foot. Et c'est pas juste avoir des grosses qualités de sprint. Ça peut être, comme pour Warren Zaïre-Emery, voir le jeu bien avant les autres, mais aussi bien se déplacer, bien bouger avec ballon. C'est un joueur qui va vite avec ballon parce que sa conduite de balle est excellente, parce qu'il a une superbe vision de la situation, mais aussi parce qu'il a suffisamment de qualité physique pour résister dans l'impact, au duel, face au retour d'un gars très athlétique, et on va le voir avec Reinders tout à l'heure, ça l'empêche pas de continuer à accélérer et de gagner des mètres par le dribble, par la portée de balle. Donc là, peut-être que ce qui est un petit peu dommage pour le Paris Saint-Germain sur cette situation, c'est 3 minutes avant le but de l'ouverture du score, peut-être qu'idéalement, tu as envie de réussir à trouver Mbappé lancé. Ça, c'est quand même, dans un monde idéal, c'est Mbappé lancé dans le dos de la dernière ligne, avec peut-être une passe dans l'intervalle là. Mais aussi, je trouve que Milan contrôle bien la profondeur, pour le coup. C'est plutôt bien joué. Il n'y a pas vraiment cette position évidente à trouver. Mais du coup, ça te donne une situation où Mbappé est trouvé un petit peu arrêté comme ça, et il n'y a pas grand-chose à aller exploiter derrière. Peut-être que Zaïre-Emery peut pousser encore un petit peu plus loin sa course, avec un petit peu plus d'agressivité pour continuer à étirer la ligne, et aussi, il y a peut-être une passe intéressante à mettre dans cet intervalle. Mais voilà, ça c'était ça montre à quel point Milan contrôlait pas trop mal la profondeur sur ses actions comme ça. Mais 3 minutes plus tard, ça va marcher un petit peu mieux,
parce que cette prise de balle, elle est magique. Pour le coup, on parle de la capacité à résister et à pas exploser dans l'impact. Il résiste 2 fois de suite au retour de Reinders sans s'écrouler, transmet cette fois à Kylian Mbappé, et là c'est mieux, parce que Mbappé est beaucoup plus central aussi que tout à l'heure, où il était un petit peu plus excentré. Là, central, il est beaucoup plus menaçant, et Tomori est beaucoup plus réticent à intervenir. On le voit tout de suite sur le reculoir, tout de suite un petit peu craintif, et avec l'envie d'ouvrir l'accès au côté gauche, à la zone excentrée, pour prévenir ce qui est le plus dangereux avec Kylian Mbappé, le fait qu'il rentre sur son côté droit. Comme face à un grand Arjen Robben, t'as envie d'éviter le plus possible le gars qui coupe et qui rentre intérieur comme ça, mais comme un Arjen des grands soirs, Kylian Mbappé va quand même réussir à le faire. Et cette fois, il enroulera pas côté opposé comme le grand néerlandais, mais bien sûr, il va réaliser sa spéciale, la magique, la touche Kylian Mbappé, son geste fétiche, en faisant mine d'ouvrir, pousse le défenseur à lever la jambe pour contrer cette frappe côté opposé, lucarne opposée, et puis ferme le pied au dernier moment pour la claquer, ras de terre. Mike Maignan est battu. Combien de fois est-ce qu'on a vu Kylian Mbappé réaliser ce geste? Et ça permet au Paris Saint-Germain de prendre l'avantage. Un geste qui délivre l'homme, qui délivre l'équipe. Après 30 minutes, notamment une vingtaine là entre la 10e et la 30e qui était un petit peu compliqué, il a fallu 2 gestes de génie de ces 2 gars-là pour débloquer le match. Mais ensuite, le match il sera vraiment débloqué. Et j'ai envie de aussi mettre en lumière autre chose, c'est la célébration de Warren Zaïre-Emery. Vous savez à quel point j'aime analyser les célébrations, et je trouve qu'il était très très énergique et vraiment à fond sur le but de Mbappé, alors qu'on a des célébrations un petit peu plus calmes, par exemple, de Dembélé et de Kolo Muani. Là, j'ai vraiment senti beaucoup de cœur, et si vous voyez les images, ça fait vraiment kiffer. En tout cas, derrière, le Paris Saint-Germain réussit plutôt à dérouler. Zaïre-Emery aussi, avec toujours des gestes de grande classe. Le PSG rentre à la mi-temps à 1-0. Et derrière, je trouve que à l'AC Milan, de Calabria, donc, qui rentre à la place de Malick Thiaw, qui a pris ce jaune dangereux, et en plus quelques jours après avoir été exclu à la 40e minute de jeu, qui a eu des moments techniquement difficiles. Face à cet AC Milan, j'ai trouvé que le PSG a eu une seconde période plus simple, parce que notamment Milan a baissé pavillon, a un petit peu rétrogradé dans la confiance et peut-être aussi dans l'ambition sans ballon. J'ai senti que ce but leur a mis un vrai coup derrière la tête, et peut-être que dans un soir où ils profitent un petit peu plus de leur supériorité tactique, en tout cas ponctuelle, sur ces 30 premières minutes, peut-être que ça tourne un petit peu différemment, mais là, pour moi, ils m'ont un petit peu déçu peut-être sur la réponse mentale. Et le PSG en profite. Au bout de 3 minutes de la seconde période, Ousmane Dembélé va aller inscrire le second but du match. Il sera annulé par la VAR parce qu'il y avait cette intervention un petit peu trop musclée et surtout sans prendre le ballon de Manuel Ugarte. Donc dommage, et dommage aussi pour mon prono, parce que c'était mon petit truc, un de mes petits trucs du soir. Le premier but de la carrière parisienne d'Ousmane Dembélé, malheureusement donc il ne sera pas validé. Mais ça va peut-être le mettre en confiance. Il y a un moment aussi qui est un vrai tournant. En vrai, c'est entre la 47e et la 50e, c'est le deuxième gros tournant du match après l'inspiration de Warren sur le premier but du Paris Saint-Germain. Le deuxième gros tournant pour moi, c'est ce but annulé à Dembélé, et derrière, sur un dégagement très simple, long ballon de Mike Maignan, dans le dos d'une ligne qui est encore un petit peu vulnérable derrière. Lucas Hernandez, Skriniar et Marquinhos, on voit à quel point ils sont battus par ce qui est juste une ouverture longue de Mike Maignan. Surtout Lucas Hernandez qui tombe, et Pulisic n'en profite pas du tout. Je pense qu'il manque un petit peu de awareness de la situation, du fait que son défenseur a totalement lâché, et il se précipite un petit peu sur cette passe à Olivier Giroud alors que Marquinhos la couvre. Il peut peut-être aller finir seul ou continuer à avancer, parce que là, il y a une occasion à ne pas rater. Et derrière, dommage pour l'AC Milan, ça va pas au bout. Mais ouais, je pense qu'il y avait beaucoup mieux à faire de cette situation. Et encore une fois, face à un adversaire qui est un petit peu plus tueur, je pense que ce match, il a quand même mis en lumière les points les axes de progression du Paris Saint-Germain, que ce soit sur la sortie de balle, et aussi attention au contrôle de la profondeur, notamment sur ces longues ouvertures-là, où ça aurait pu coûter un petit peu plus cher. Mais derrière, ça reste le tournant du match, parce qu'en l'espace de 3 minutes, il y a le but annulé à Dembélé, il y a cette action de Pulisic, et il y a surtout ce corner de Kylian Mbappé, qui est très Trent Alexander-Arnoldien contre le Barça il y a quelques années. Il prend la défense de Milan par surprise. Les gars ne sont pas encore vraiment positionnés ou dans l'action mentalement, mais il trouve Dembélé, qui réussit un petit enchaînement, feinte de frappe pied droit, se met sur son pied gauche, déclenche, Maignan repousse dans les pieds de Kolo Muani, oui il est là, et ça fait 2-0.
c'est le tournant du match parce que le match est plié à partir de ce moment-là. Et encore une fois, Tomori qui a été en difficulté tout à l'heure sur Kylian Mbappé, ensuite encore une fois sur Ousmane Dembélé sur le but annulé. Bon bah là, c'est aussi parce que le corner il a été tiré vite et il a empêché la défense de bien se positionner, mais bon, il y a clairement des gars qui restent en jeu parce que le mauvais alignement de la défense de Milan. Donc voilà, ça fait 2-0 et ça fera 3-0 quelques minutes plus tard, au bout de cette magnifique percée qui est encore une fois permise par Kang In-lee, qui a fait une très bonne entrée comme d'habitude. Franchement, je trouve que Kang In-lee, à chaque fois qu'il rentre, c'est assez pertinent, assez intéressant. Je crois que c'était aussi contre Dortmund, où ça avait été plutôt pas mal. En tout cas, là, il trouve, je crois que c'est Kolo Muani lancé, ou ouais, peut-être. En tout cas, Vitinha décale Kylian Mbappé. C'est pas le troisième but, parce que c'est un sauvetage de Mike Maignan, superbe. Qu'il a dévié sur le poteau, magnifique parade. Mais voilà, Paris Saint-Germain se montre de plus en plus dangereux sur la fin de match, et encore une très belle occasion là, avec un appui sur Kang In-lee, encore une fois très intéressant je trouve dans ses remises au cœur du jeu. Et là, Warren Zaïre-Emery va réussir un autre contrôle orienté, cette fois pour battre Yacine Adli. Magnifique enchaînement, comme sur le premier but. La passe en retrait, elle est magnifiquement aussi feinte de frappe de Gonzalo Ramos, la fameuse passe décisive sans toucher le ballon. Kang In-lee finit, ça fait 3-0. Et donc on a 2 passes décisives de Warren Zaïre-Emery qui a fait un match, et 2 célébrations splendides aussi, qui a fait un match plein, énorme. Je pense qu'il doit prendre facilement la note de 9 sur 10 demain, parce qu'il a été génial. Et le PSG a déroulé sur les moments de facilité, a su concrétiser ses actions. C'est sans doute ça aussi qui fait la différence avec les adversaires du soir. Ça n'a pas été parfait tactiquement. Il y a eu un moment difficile. Mais au Parc des Princes, ce PSG-là est toujours très difficile à battre. Et a les éléments, les ingrédients individuels, et notamment en sortie de banc, je trouvais, par rapport à l'AC Milan, avec quelques blessés, notamment Loftus-Cheek en ce moment. Ce qui fait que les ingrédients en sortie de banc, ils sont moins intéressants que notamment ce que le PSG peut proposer. L'entrée de Kang In-lee, elle est excellente. Gonzalo Ramos, pas mal non plus aussi sur les quelques ballons qu'il a eu à toucher et à bonifier. Et puis en plus, il y a quelques gars qui sont restés en réserve. Barcola qui n'est pas rentré, si je ne m'abuse. Ça met le PSG dans une position très confortable, comme on l'a dit. 6 points après 3 journées. Le revers à Newcastle est quelque part un petit peu oublié parce que 2 points d'avance pris sur 2 gars qui vont se rejouer en plus dans 2 semaines, Dortmund et Newcastle. Et si à l'AC Milan, si à San Siro, le Paris Saint-Germain reproduit sa performance du soir et va aller décrocher les 3 points, c'est quasiment la qualification assurée. Très bonne opération, excellente opération du soir, notamment parce que Dortmund l'a fait. Et alors si on doit confronter la réalité d'hier soir et de ce soir à mes pronos, et bah pour le coup on s'en est pas trop mal sorti. Alors Porto-Antwerp, je crois que j'avais dit, ça va aussi tester ma mémoire, j'avais dit 2-1 pour Porto l'emporte 4-1. Pas trop mal. Celtic Atlético Madrid, il me semble que j'avais dit peut-être 2-0 pour l'Atleti, ça finit 2 partout, donc le Celtic intéressant, qui peut-être gratte un point qui lui permet encore de croire à quelque chose dans ce groupe face à un bel Atleti. Donc ça passe pas. PSG AC Milan, ça passe pas du tout, j'avais dit 1 partout, mais j'avais dit que but de Kylian Mbappé et but d'Ousmane Dembélé, donc voilà, il a marqué, même s'il a été annulé. Donc non, ça passe pas. Mais City, Young Boys, j'avais dit 3-0 pour City, ça finit 3-1, pas trop mal. Pareil pour Leipzig, exactement pareil, j'avais dit 3-0, ça finit 3-1. Dortmund, Newcastle, ça j'en suis assez fier, on va même l'encadrer, parce que oui, c'était ma surprise de la semaine. J'avais dit, il va y avoir une grosse surprise, Dortmund va aller l'emporter à Newcastle. Je crois que c'était coté à 4,50 ou 5, un truc comme ça. Ce Newcastle qui venait de battre à St. James Park, qui était très chaud à la maison, mais où moi je trouve que contre Milan et contre Paris, sur les 2 matchs, on avait vu des lacunes. Dortmund, et notamment le Dortmund d'Enmecha, que je kiffe bien, et qui a besoin de confiance, l'a emporté 1-0, et c'est un très bon résultat pour le Paris Saint-Germain, mais aussi un très bon résultat pour Dortmund, qui revient à égalité de points quelques semaines après avoir accroché le nul contre l'AC Milan. Donc ça fait une bonne opération pour Paris, une bonne opération pour les pronos. Malheureusement, le Feyenoord l'a emporté, je crois que j'avais dit 1 partout, il l'emporte 3-1. Barça, Shakhtar, j'avais dit 4-1, j'avais pas vu qu'il y avait autant d'absents. Et en plus, j'ai vu que Joao Félix est sorti sur blessure, mais j'espère que c'est pas trop grave en vue du Classico, je crois que ça devrait le faire. Il l'emporte 2-1. Copenhague United, je crois que j'avais dit 2-0, doublé de Rasmus Højlund. United l'emporte 1-0, donc pas trop mal là-dessus. Benfica Real Sociedad, ça j'avais vu, il me semble, Benfica 2-1 malgré l'absence d'André Di Maria. J'étais pas très confiant là-dessus. La Real Sociedad l'a emporté. Benfica est en très mauvaise posture dans ce groupe. Je crois 0 points, 0 but marqué, si je me trompe pas.
Et sinon, sur les autres, on était pas trop mal du tout parce que Bayern, j'avais dit 4-2, ça finit 3-1 contre Gala. Super match que j'ai regardé, très très kiffant. Gala qui est une équipe qui a pas peur de jouer avec le feu, qui avait cette ligne super haute, mais franchement qui s'est procuré un paquet d'occasions, qui aurait dans la première mi-temps, qui aurait pu faire marquer plus de buts, je trouve, dans cette première. Inter Salzbourg, le résultat parfait, j'avais dit 2-1, ça se finit 2-1. Pareil pour Séville Arsenal. Donc ça, plutôt pas mal. Union Berlin-Napoli, j'avais dit 2-0 pour Naples, ça finit 1-0. Braga-Real Madrid, j'avais dit 2-0, ça finit 2-1. Et Lens-PSV Eindhoven, j'avais dit 2 partout, j'avais dit match nul dans un match où Lens encaisse le premier but. Donc pas trop mal, franchement, sur l'ensemble. Pour le coup, il y a une semaine qui s'est plutôt bien déroulée. Et c'était une semaine de Ligue des Champions assez kiffante à suivre, malgré le fait que je trouvais que dans l'ensemble, les matchs étaient un petit peu moins sexy que sur les 2 premières journées. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Dites-moi ça en commentaire. Je pensais analyser Lens PSV dans la foulée hier, mais je vais pas vous mentir, je suis éclaté de fatigue en ce moment. Comme vous le savez, il y a eu le retour du Japon ce week-end et je crois que le jet lag est encore présent. Donc même là, ce soir, c'est pas évident. J'ai des gros coups de barre comme ça vers 21h, 22h qui sont un peu compliqués. Mais donc voilà, j'ai pas analysé le match en direct et je vais essayer de faire le plus de vidéos possible sur les prochains jours, mais je lutte aussi contre mon corps. Je pense que ça va prendre quelques jours en plus avant que l'organisme soit pleinement rétabli. J'espère malgré tout que cette vidéo vous a plu, qu'elle n'était pas trop brouillonne et que vous avez pris du plaisir, notamment devant ce match et cette nette victoire du Paris Saint-Germain. On se retrouve très très vite pour la suite. Prenez soin de vous les amis et à bientôt.